on voit que Stendhal a besoin d'aimer, d'admirer et aussi de s'émerveiller dans ce qu'il voit, ce qu'il entend. Oui, je pense que Stendhal est un homme à la personnalité très complexe. C'est un homme qui en même temps est d'une curiosité insatiable, mais il a besoin de tout découvrir par la force de la sensation et de l'émotion. C'est un homme de l'instant et c'est en même temps simultanément un homme du souvenir. Donc on se retrouve avec cette personnalité. Je crois qu'il y a un trait marquant chez Stendhal, c'est qu'il n'a pas eu une enfance heureuse, il a perdu sa mère très tôt, il aimait énormément sa mère. Il a même imaginé que sa mère avait des origines italiennes pour justifier quelque part sa passion de l'Italie. Ça, c'est assez extraordinaire. Et alors, il se retrouve là-bas, pas très beau, vous l'avez sur votre photo, c'est pas vraiment l'homme le plus séduisant de la Terre. C'est une partie de son drame. C'est une partie de son drame et de son succès littéraire, certainement. Et alors, il se retrouve avec toutes ces femmes dont il rêve, qu'il essaye de séduire par la conversation. Mais dès qu'il se trouve dans un tête-à-tête avec l'une d'elles, il n'y a plus personne. Donc il a besoin quelque part d'échappatoires. Et les échappatoires pour lui, c'est l'art, c'est l'émerveillement devant les statues, les sculptures. Et les voyages, et vous dites pour lui, c'est un exercice de liberté qui commence toujours chez lui, avant même de partir. Il y a une préparation au voyage. C'est-à-dire qu'il conseille, surtout dans les promenades en Rome, il conseille aux personnes qui veulent aller à Rome de déjà s'informer, voir des tableaux et s'instruire pour ne pas débarquer à Rome et être pris par trop de beauté qu'ils ne sont pas capables d'apprécier à leur juste valeur parce que c'est trop énorme. C'est presque une agression, la beauté de l'art en Italie, si on n'est pas préparé. Et alors il découvre les salons, les expositions. Il entend dans les salons, il participe à des conversations. Il y a beaucoup de femmes, vous dites les belles romaines, les belles napolitaines, les belles florentines, qu'il regarde. Il dit des choses superbes sur les femmes. Il dit « coqueter avec les femmes est mon souverain plaisir ». Et alors il continue, parce que je voulais quand même vous la dire. « Coqueter avec les femmes est mon souverain plaisir. J'aime à me mêler dans le secret des Italiennes, les femmes les plus femmes de l'univers, et non pas des hommes aux petits pieds comme nos dames de Paris. » Et vraiment, perpétuellement, alors il dit aussi ces phrases extraordinaires, toujours à la gloire des femmes italiennes, « Les femmes françaises se regardent entre elles, les femmes italiennes regardent les hommes. » Et donc il est toujours dans cette espèce d'admiration forcenée pour les femmes et avec en même temps une timidité effroyable dès qu'il s'agit d'un tête-à-tête. Peut-être que les églises et les cathédrales, il va adorer non l'Éternel, mais les chefs-d'œuvre de l'art. Hein? Oui, alors il en parle surtout dans Promenade en Rome, qui veut être un véritable guide de voyage. Et alors il s'émeut devant toute une série de peintures et de sculptures, évidemment. Mais son choix, quand il parle de l'histoire de l'art, c'est son émotion. Alors il adore Raphaël parce qu'il trouve que les Vierges et les Madones de Raphaël ont un charme et dégagent une émotion extraordinaire. Il aime beaucoup les Madeleines de Guido Reni qui ont toujours les yeux levés vers le ciel. Il va parler aussi de Michel-Ange, du génie de Michel-Ange et de la froideur de son génie, mais de la force en même temps qu'il s'en dégage. Et de même, il critiquera Giotto parce qu'il estime que ses personnages sont froids, plats et sans aucun intérêt. Donc, il ne faut pas vraiment se fier à lui comme historien d'art, mais comme passeur d'émotions. Oui. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'il faut le voir. Et c'est pour ça que dans Promenade en Rome, j'ai rajouté, au-delà des illustrations du début du XIXe siècle, j'ai rajouté une cinquantaine d'œuvres antérieures au XIXe, qui sont les œuvres que Stendhal a admirées, pour qu'on puisse mieux rentrer dans l'intelligence et dans le regard de Stendhal à travers les tableaux que l'on a sous les yeux quand il nous les présente. Vous avez vécu 2-3 ans avec lui. J'ai vécu 2-3 ans avec lui. Moi, il vous a séduit. Il m'a séduit intellectuellement, mais il ne m'a pas séduit physiquement. Mais comme d'autres, peut-être auriez-vous cédé à son charme intellectuel. En plus, c'est quelquefois un menteur, et vous le dites. Tout le temps. Il parle du Vésuve dans un des textes, comme s'il y était, alors qu'il n'est pas allé sur place. Il n'avait pas vu son éruption et il la raconte. Absolument, c'est pour ça que les notes de Stendhal sont très amusantes, parce que son éditeur a la correction de préciser à chaque fois Stendhal parle de sa rencontre avec telle comtesse, et elle n'a jamais existé ou elle n'a jamais été présente en même temps que Stendhal dans la même ville. Il a le droit, lui qui était Henri Bell, Henri Brulard et Stendhal. C'est un travail remarquable. Chaque livre, je sais, c'est un travail de 2-3 ans. Monique? C'est absolument remarquable et je voudrais insister sur la différence entre les deux livres peut-être. Donc Rome, Naples et Florence, c'est un voyage, des impressions, des récits où Stendhal nous fait ressentir cette passion de la curiosité qui
qui dépeint le paysage comme il dépeint son âme, en quelque sorte. Il y a cette sorte de extraordinaire phénomène de reflet. Tandis que Promenade dans Rome est, comme vous l'avez rappelé, une méditation aussi sur la peinture, sur la ville, sur les monuments, sur ce qui reste de la culture. Et il y a plusieurs choix de tableaux absolument extraordinaires où ce qu'imaginait Stendhal, par exemple, de Raphaël, est représenté par d'autres peintres. Vous avez reproduit le portrait de la Fornarina par Raphaël à côté du tableau d'Ingres représentant Raphaël et la Fornarina. On a en quelque sorte au musée de Luxembourg, la Fornarina. L'année dernière, il était exposé en effet, et le tableau d'Ingres vient de Harvard Museum, je crois, d'un musée, une université américaine. Et c'est extraordinaire parce que Ingres nous fait en quelque sorte revenir par une sorte de truchement au regard que Stendhal pouvait, imaginaire, que Stendhal pouvait avoir sur Raphaël et son amour. De même pour Béatrice Cenci, enfin c'est vraiment étonnant. La double juxtaposition de cet anonyme italien qui a peint Guido Reni peignant Béatrice Cenci. Et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, l'attribution de Guido Reni est contestée. Donc au 19e, on était convaincu que ce tableau était de Guido Reni. Aujourd'hui, les experts ne sont plus du tout d'accord avec ça. De feuilleter, de regarder ce livre. J'ai dit encore que chacun de vos livres, vous en avez édité combien? Celui-ci, dans cette collection, est le 9e. Donc dans la collection des grands textes illustrés par les grands peintres, c'est le 9e. Et c'est combien? Je l'ai dit tout à l'heure, vraiment 2 ans, 3 ans de travail? Oui, c'est facilement plus. À partir du moment où le projet est arrêté, mais certains projets, je mets plusieurs années à les arrêter, le temps de trouver la meilleure façon d'illustrer l'œuvre. Une fois que c'est arrêté, il y a à peu près 3 ans, enfin 2 ans et demi de recherche et 1 année de réalisation. Donc à la d'esthète et le plaisir d'une enquêtrice. Oui. Alors vous voyez, par exemple, vous avez devant vous la bataille de Procida, je pense. C'est un tableau, un cycle suivant qui est la prise de Capri, dont Stendhal parle de ces 2 batailles, mais je n'avais trouvé ces documents absolument nulle part. Et c'est un jour, au hasard, en me promenant à Naples et en faisant tous les musées de Naples à la recherche des documents susceptibles d'illustrer Stendhal, que je suis tombée dans le musée de San Martino sur ces 2 tableaux qui n'ont jamais été référencés nulle part, en tout cas à ma connaissance. Et vous avez raison d'être en éveil.